Mesdames et messieurs, chers spectateurs et spectatrices, découvrez aujourd'hui le nouveau podcast sur le 7e art, le podcast Popcorn, produit par Image Mouvement et enregistré dans le Capitole Studio. Suivez l'actualité des sorties cinématographiques, bidimensionnelles et tridimensionnelles, les sorties Blu-ray et assistez à des présentations et analyses filmiques raffinées. Au sommaire aujourd'hui, faites connaissance avec votre équipe d'animateurs qui vous suivra tout au long de cette saison. En seconde partie, retrouvez la rubrique Zoom. Après avoir suivi les premières rencontres cinématographiques du Sud, assistez aux nombreuses projections et interviewées des invités de marque, l'équipe d'Image Mouvement a retenu pour ce numéro 4 premiers films. Philibert, Je n'ai rien oublié, numéro 4, et d'un film à l'autre. Juste après, retrouvez Colin pour une rubrique exceptionnelle sur le cinéma divergent, qualifié de nanar. Notre sélection de sorties vidéo avec la rubrique Sortir son Blu-ray pour s'achever sur le devoir du mois. Nous vous souhaitons une agréable séance, à bientôt et bonsoir. Hey, salut coquinou. Moi c'est Gilles. Tu sais, moi j'aime le cinéma d'auteur de bon goût, comme Kubrick, Gaspard Noé, Darren Aronofsky ou Oshima. Et si toi aussi t'as envie de t'encanailler un peu, avoir une émission complètement folle sur le cinéma, régale-toi bien avec Popcorn. À bientôt. Salut les petits lapins. Je profite de ma pause déjeuner pour vous faire ma présentation. Alors, je m'appelle Rémi, j'ai 27 ans, passionné de cinéma. J'ai grandi avec des films comme Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, les Die Hard évidemment. Plus tard, j'ai découvert Fight Club, adoré, film magnifique. Il a réellement changé ma vie, donc fan de David Fincher évidemment. Aujourd'hui, c'est Christopher Nolan qui me fait vibrer, avec des films comme Inception ou The Dark Knight. Vous l'aurez compris, je suis plus passionné de cinéma américain que de cinéma français. Pour moi en France, les meilleurs c'est Alain Chabat et Alexandre Astier, à qui je voue un culte sans nom. Donc voilà, merci de regarder Popcorn, et puis j'espère que ça vous plaira. Bien bonjour, moi c'est Arnold. Je suis motard, mais ça m'empêche pas d'aimer des univers comme Almodovar ou Terry Gilliam. Moi ce que j'aime c'est tous les univers un petit peu loufoques et décalés de la réalité, comme Kusturica ou encore Almodovar comme j'ai dit. Ce que j'aime aussi c'est tout ce qui est les rapports humains un petit peu secs, comme Sergio Leone bien sûr, ou Michael Cimino, Voyage au bout de l'enfer. Et encore, comment il s'appelle, Sam Peckinpah, voilà. J'aime bien à chaque fois quand les problèmes se règlent de façon assez simple. Donc moi dans la vie, le but avant tout c'est de ressembler à Tom Cruise. Donc je pense que comme moi, tous ces univers différents, vous allez pouvoir les retrouver dans Popcorn. C'est tout ce qui fait l'intérêt de ce podcast, que des gens différents puissent partager des cinémas différents. Voilà. Je vous souhaite une bonne vision, une bonne séance et à bientôt. Bonjour à tous, moi c'est Colin et donc chaque mois je vais vous présenter la rubrique Nanar sur Popcorn. Voilà, ici vous êtes dans mon univers, c'est mon repère, ma base. C'est là où on stocke toutes nos affiches. Et donc comme vous pouvez voir, il y a des films d'action, des films d'horreur, donc bref que du bis. Voilà, c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'ai envie de vous présenter chaque mois. Voilà. Ah ça va, vous pouvez pas attendre 2 minutes? Ah c'est bon là. Bon ok, je m'appelle Vincent, je suis un passionné de cinéma, le premier film que j'ai vu et qui m'a vraiment marqué c'est le Baron de Munchausen. Après j'ai vraiment aimé tout ce qui a été un peu action, tout ça, je suis un grand fan de Michael Mann, et maintenant j'aimerais chier en paix, ok? Bonjour à tous et bienvenue au Capitole Studio pour la première podcast Image Mouvement, le podcast Popcorn, autant pour moi.
le podcast cinéma. Alors pour commencer, c'est quoi déjà la phrase que tu m'as dit, Vincent? Pour commencer, voici la rafale des films du mois. C'est pas mal ça. Regarde. Alors pour commencer, voici la rafale. Pour commencer, voici la rafale des films du mois. Alors sur tous ces films, donc on a décidé d'en garder 4. Donc comme on disait, Philibert pour moi, numéro 4 pour Rémi, d'un film à l'autre de Lelouch pour Vincent. Et je n'ai rien oublié, je me suis permis de dire Lelouch, hein, parce que Lelouch est un grand réalisateur. Il faut. Et d'un film à l'autre pour Monsieur Arnold. Alors sur tous ces films, donc on a décidé d'en garder 4. Donc, comme on disait, Philibert pour moi, numéro 4 pour Rémi, d'un film à l'autre de Lelouch pour Vincent. Et je n'ai rien oublié, je me suis permis de dire Lelouch, hein, parce que Lelouch est un grand réalisateur. Il faut. Et d'un film à l'autre pour Monsieur Arnold. Alors, pour ma part, donc moi je vais vous parler de Philibert, Les Aventures du Capitaine Puceau, un film de Sylvain Fusé, un film de KPDP qui retrace l'histoire de notre... Philibert. J'ai déjà de Philibert, putain c'est fou. Alors, je reprends. Tu pourras faire un petit repas des plus gros glands. Hein. Putain, les aventures de comment il s'appelle ce gars là, dans le film Philibert. Putain, le mec. Il a Robert. Les aventures de Robert. De Hud. Ouais. Ah là là. Alors, c'est donc. Hop, action. Attention, action, réaction. Donc voilà, moi je vais vous parler de Philibert, enfin Les Aventures de Philibert, le Capitaine Puceau, un film de Sylvain Fusé, un film de KPDP, qui sort le 6 avril 2011. Et en fait, c'est l'histoire donc de Philibert, un jeune homme qui vit dans la France du XVIe siècle, qui se rend compte que son père n'est pas son père. Je ne suis pas ton père. Non? Tu n'es pas fils de producteur d'artichauts. Non. Il te faut venger ton père. Mais moi non. Il n'était pas ton père, je ne suis donc pas ta mère. Son véritable père a été tué par un méchant Clotindre qui est de la noblesse et qui est joué par Alexandre Astier. Et donc, pour moi, même si pour certains ce n'est pas le cas, c'est un peu une histoire à la Don Quichotte où c'est un idéaliste qui va se venger et faire la justice et qui rencontre des tas de personnes sur sa route et notamment Martin qui va devenir son valet, qui est joué par Manu Payet. Mais en ces temps rudes et sauvages, nombreux sont les périls. Diable, un coquin chasse l'autre. Soit, apprendre que c'est un vêtement technique, une matière légère et souple pour le combat. Faites de moi votre valet. Et donc, comme dans Don Quichotte, Philibert tombe amoureux d'une damoiselle habillée au début en damoiseau, jouée par Élodie Navarre et qui a le rôle d'Inès en fait. Donc c'est la même équipe qui a travaillé, enfin une partie de la même équipe qui a travaillé sur les OSS 117, notamment le scénariste Jean-François Alain et les producteurs, les frères Altmeyer. Et donc qu'on travaille dessus et c'est un peu c'est pareil que ça reprend un peu le OSS 117, c'était un pastiche des films d'espionnage et là c'est pareil, c'est un pastiche de films de KPDP. Donc c'est une comédie qui est très drôle, ouais. Hein, il faut le dire. Messire de Sainte-Avoise, pas très loin, se venger. À la vie et la mort, Martin. À la vie et la mort, On voit que tous les acteurs se sont vraiment régalés, même toute l'équipe et le réalisateur et les scénaristes, parce qu'il y a eu 2 scénaristes qui ont travaillé dessus, c'est Jean-François Alain, donc des scénaristes de OSS 117, et Karine Angéli qui elle a travaillé sur Brise de Nice, qui ont pondu ce petit chef-d'œuvre de l'humour.
On sent la patte OSS quand même. Ouais, on sent. Ça fait pas parodie, ça se moque pas en fait. Non, ça se ça, en fait, ça pousse vachement loin. Ça reprend un peu tous les codes, tous les codes du film KPDP et c'est un peu borderline au niveau du truc. On en rit, mais c'est pas ça. Donc on peut vous envoyer certains extraits. Voilà. Non, attends. Maintenant. Au plaisir de vous revoir, monsieur. Crois-tu qu'Inès soit celle que le Tout-Puissant m'a réservée? Oui, oui. Ne me dites pas que vous n'avez jamais donné de la joie à une femme. Jamais. Pas un petit coup de pendeloche, rien. Madame, prenez donc le cropion. C'est trop. Mais comment ose-t-il? On galère. C'est abusé. Dépucelle-le. Suis-je encore intact? Alors moi j'avais prévu des petits trucs à la base, c'était film KPDP, mais aussi de Nichon et de Colin. Mais fais-toi plaisir. D'accord. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Je me fais plaisir. Bon. Donc ça parle que de KPDP alors. Ça ne parle pas que de KPDP, le film Philibert avec les aventures de Philibert Capitaine Puceau. C'est un film très coquin quand même. Hein. Il y a pas mal de gros décolletés parce que c'est les aventures de Capitaine Puceau. C'est un personnage qui veut garder son pucelage pour sa bien-aimée, la femme de sa vie, par pureté. Il est un peu naïf aussi à ce niveau-là. Hein. Et tout le long du film, il y a des magnifiques femmes qui se présentent, qui s'offrent à lui. Et lui, parfois ne les voit même pas, d'autres fois les refuse. C'est presque une douleur pour lui aussi. On le torture de cette façon. C'est un film hommage quand même ou Ouais, c'est un film hommage au film KPDP. Ouais. C'est pour ça que c'est pas une parodie. Il y a plusieurs. Errol Flynn. Il y a plusieurs. Plus à l'américaine. Ouais. Il y a plusieurs petits détails comme par exemple Philibert à chaque fois qu'il monte sur son cheval saute sur un caillou qui est toujours bien placé. Ça on le voit dans le bossu avec Jean Barré. Mais sache que je suis innocent du crime dont on m'accuse. Et souviens-toi que mon seul chemin est celui de l'honneur. Il y a les bruits des sabots qui est complètement désynchronisé, les accélérés aussi qu'on retrouve lors des chevauchées. Quoi. Des décors en carton. Des décors en carton, pas mal de faux raccords qui sont fréquents aussi dans les films de KPDP, ils ne s'embêtaient pas avec ça à cette époque. Et c'est vraiment, vraiment très fin à la fois comme c'est montré, c'est vraiment très drôle. Après il y a aussi donc il y a cet aspect-là pastiche de film où il joue avec les règles sans en abuser parce que c'est pas non plus tout le temps. Et à côté il y a vraiment un travail d'écriture aussi au niveau des dialogues où il y a des fautes de français, il y a pas mal de c'est vraiment du OSS 117, c'est du style j'aime me beurrer la biscotte, quoi, des trucs comme ça, quoi. Et c'est vraiment, enfin moi c'est un film que j'ai vraiment aimé, que je conseille. En plus de ça, on a pu rencontrer l'équipe, enfin le réalisateur Sylvain Fusé et le scénariste Jean-François Alain, avec qui on a passé vraiment un très bon moment et qui sont vraiment ils ont le même humour dans la vie que dans le film. Jean-François, pourquoi un KPDP? Non, pas un KPDP, non. Je pose quoi? Il n'y a pas beaucoup de capes. Il n'y a que des épées. T'as raison, toi. Si, il y a une cape, avec Clotin il a une cape. Pourquoi KPDP? D'ailleurs, pourquoi KPDP? Parce que c'était des films de cap et d'épée, ils avaient des capes et des épées. Et en anglais, ça se dit comment? Swashbuckler. Et ça veut dire quoi? Swashbuckler. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire montre. Ça veut dire Swashbuckler, et c'est une bière. Montre-bière, voilà, c'est des montre de bière. Des films de montre et de bière, pour là. Non, mais attends, Clotin il a une cape, on a fait attention à ce que Clotin a une cape, Scorpion a une cape. Ouais. Je crois que ça vient pas de là, je pense que la cape, c'est... Il n'y a pas la noblesse de cape et la noblesse d'épée. Ah, peut-être. C'est beau ça. Je crois qu'il y a ça, la noblesse de cape et la noblesse d'épée. Noblesse de cape, je me demande si c'est pas celle avec la cape. C'est celle qui a une épée. Ouais. Bon, allez. Ça c'est bien. Donc Philibert est tout le temps en collant. C'est très sexy, ça lucie à merveille, ça fait des beaux boules, comme on dit chez les jeunes.
Et c'est donc, pour moi, c'est un film de cap et d'épée et de décolleté. Et de bas aussi. De Et le budget collant, c'est une grosse part, non? Bah oui, il en fallait plein des collants justement pour les. Je rigole, mais pour les combats, on les abîmait. Mais non, c'est bien les collants. Pourquoi les collants d'ailleurs, Jean-François? Ça vient de. Parce que je trouve que c'est quand même le truc le plus ridicule du monde. Et je me demande comment. Les super-héros se promènent comme ça, c'est Bah ouais, et comme si c'était fort, comme si c'était normal, et comme si c'était. Et ce qui était, mais alors vraiment, le fantasme total, c'est qu'après, t'allais sur le tournage de Philibert, et tu voyais donc Manu qui était comme ça, donc, et qui avait pas ses pompes du film, parce qu'il fallait les protéger, il y avait je sais pas quoi, il y avait d'autres pompes. Et il y avait Alex qui était pareil. Alors Alex, il avait soit son iPhone, enfin son téléphone, je sais plus comment on dit, tactile, et ils étaient comme ça en train de discuter, et ils se rendaient même plus compte qu'ils étaient en collant. Tu avais l'impression d'être dans le film de Mel Brooks, là, le shérif est en prison, tu sais, quand il y a Hitler qui bouffe avec des religieuses et tout ça, ou je sais pas quoi, à la cantine des studios. Ça devenait débile. C'est-à-dire, ils avaient tellement, au début, je sais pas, j'en ai jamais mis, mais tu dois te dire, putain, j'ai l'air con, on voit mon zboob, on voit mon cul, et puis finalement, ils étaient mais super, et tu les voyais discuter comme ça, ah non, mais tu crois qu'avec le téléphone, c'était débile. Et ça, c'était jouissif. Et ils avaient justement des formes particulières rajoutées, pas rajoutées. Est-ce que c'est 100% naturel? Il y a pour la première fois où Martin. Tu as rajouté beaucoup. Non, le premier plan sur Martin et Philibert, il y a un petit ajout. Enfin, ouais, il y a un ajout, mais sinon, non, on mettait juste un petit truc. Enfin, le string était un poil molletonné pour cacher les formes, on va dire. Mais ouais, non, c'est juste pour le. Manu, quand même, bien rajouté. Vous avez vu Spinal Tap? Oui, c'est. Rob Reiner. Hein? Rob Reiner. Bah, Rob Reiner, Spinal Tap. Dans Spinal Tap, il y a un musicien qui a le même souci, voilà. Que Manu, on peut le dire. Donc ça s'adresse au public OSS 117 ou plutôt au public Bryce de Nice? Je pense que c'est vraiment tout public. Ça peut être aussi Ouais. pour les personnes qui aiment le truc KPDP, comme pour moi, c'est quand même geek d'une certaine façon parce que c'est plein de petits détails. C'est-à-dire c'est un film où t'as pas qu'une lecture. T'as le truc, chaque fois que tu vas le voir, tu vas dire ah ouais putain ils ont mis ça, ils ont fait ça, là j'avais pas compris qu'ils disaient ça. Enfin il y a plusieurs lectures et différentes strates de conneries quoi. Malheureusement, moi je suis pas sûr que les gens, le tout public qui voit ce film comprennent l'hommage, le clin d'œil au film de KPDP de l'époque, parce que c'est quand même très, très daté. Il faut avoir vu les Robin des Bois avec Rolfine ou les Bossus avec Jean Marais, ce genre de truc. Et j'ai l'impression quand même que, par exemple, pour les gens de notre génération, je veux dire, les derniers trucs rigolos avec Jean Marais, ça s'arrête plus ou moins à la génération de Fantomas, quoi. Tu vois, ça va pas beaucoup plus tôt. Ça va pas beaucoup plus tôt, et donc j'ai peur qu'il ait un côté pas élitiste, mais un côté où il faille avoir trop de connaissances de ce genre de film pour vraiment je pense que comprendre que c'est vraiment du clin d'œil. Ouais. Après, je me trompe peut-être et j'espère. Mais je pense que ça vise ces deux publics-là, c'est-à-dire ça vise le public qui lui a vu, donc plus vieux, plus âgé, qui a vu ces films de KPDP, qui les a aimés, et qui va retrouver des trucs en disant ouais, parce que quand tu vas voir ce film, tu sais que tu vas voir une comédie. Donc ils vont retrouver certains détails quoi, qu'on a cités tout à l'heure, mais après il y aura un public plus jeune qui lui sera charmé par Alexandre Astier, Manu Payet et la poitrine d'Inès quoi, d'Élodie Navarre. Donc c'est vraiment il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et je pense que c'est vraiment pour un public différent quoi. Le seul truc qu'on dit sur Élodie Navarre, c'est de sa poitrine. Non mais elle joue très bien. Elle joue très bien dedans. Tous les acteurs jouent très bien. Tous les acteurs jouent très bien et se marrent bien. En tout cas, on l'a bien ressenti. Il y a beaucoup de second rôles. D'ailleurs, beaucoup de personnes qu'on avait vues dans Kaamelott aussi, qui apparaissent dedans. Et il y a Cadoc. Ouais, il y a Cadoc. Il y a le roi Burgonde. Le roi Burgonde. Ouais. Et Manu Payet et Alexandre Astier quoi. Et non, c'est vraiment une bonne poilade. Ouais, une bonne. C'est cocasse. Et ouais, pour revenir aux différents publics, c'est
comme pour OSS 117, tu vois, c'était le film où les vieux James Bond avaient, ça reprenait les vieux James Bond plus que les récents, quoi, avec ce genre de truc-là, ou même les vieux films OSS que nous on n'a pas vu. Enfin moi je sais pas si vous en avez vu un, vous, de OSS 117, les vieux films français d'espionnage. Ouais, mais j'ai l'impression que Non, le mais OSS 117 c'est n'ont jamais vu. Mais les James aux Bond, James je veux dire, on Bond, en est tellement baigné parce que américains, c'est quoi. encore actuel, ça passe souvent. Ouais, non, à la ça je suis télé. d'accord avec toi Alors que qu'OSS nous, les, 117, on n'en tu voit demandes, aucun. tu demandes à un jeune un film de cap et d'épée, il va te sortir Star Wars, quoi, parce qu'ils ont des capes et des épées, quoi. Ouais, ça va bien. Jeune, ouais, bon, ça dépend. Nous, enfin, moi, j'avais quand même vu Robin des Bois avec Errol Flynn. Enfin, Ouais, mais ça, t'étais bourré, ça. Non, non, non. T'en souviens pas? Non, non, non. Enfin, même jeune, quoi. Après, il y avait Thierry Lafronde, des choses comme ça. Plus la génération de nos parents, mais. Non, mais ouais, Thierry enfant, Lafronde, les trucs comme ça. Ça restait, mais bon, je veux dire, à part Ça fait justement penser à Thierry Lafronde, d'ailleurs. Moi, il y a beaucoup de... cette chanson qui revient tout le long, moi, ça me fait mourir de rire et ça fait vraiment penser à Thierry Lafronde. Ouais. Avec les pauses, ça fait aussi penser au sketch des Inconnus. Quand ils refont Thierry Lafronde. Thierry Lafrance, ouais. Avec le petit tabouret. Où il se marre comme ça, là. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Non, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement que c'est sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que c'est drôle dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Et c'est aussi drôle la manière de le monter, de le tourner, de le retoucher au niveau du son, des choses comme ça. Ça pourrait passer pour de la maladresse. Des fois, on se dirait, mais pourquoi ils ont fait ça? Ouais, Puis en fait, non, voilà. c'est plus un hommage. Et j'ai trouvé je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films qui osent ça. Dans le sens où ils font de l'humour et ils reprennent des vieux... Je pense que dans OSS, il n'y a pas ça. Il n'y a pas trop ce... Non, OSS 117 est beaucoup plus actuel. Moi, ouais, voilà, au de niveau de l'image, de la mise en scène, tout ça. Alors que là, ils ont quand même fait... Ouais, ça reste très classique, mais en même temps, dedans, il y a un aspect un peu irréel, enfin... de fantaisie, tu vois, quand ils mangent les groins, il y a des trucs qui paraissent faux. Il y a l'impression qu'on regarde aussi un conte. Dessin animé un peu. Un conte. Ouais. D'ailleurs, le début, quand c'est un livre, le film commence avec un livre qui s'ouvre un peu à la Walt Disney. Pour être plus vieux, c'est même Blanche-Neige et les 7 nains, où c'était comme ça s'ouvrait, et on avait le début de l'histoire, quoi. Pardon. Donc, on se tait derrière. On n'a pas eu beaucoup de blessures avec les épées, hein, j'en pense à ça, parce que c'est vrai que c'est quand même des armes, et on a eu, mais la plus belle, elle sera dans un bonus DVD. C'est... Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, c'est bluffant. À ça. Et voilà. Alors, donne ta note, Rémi, comme tu as toujours été le premier, il va pouvoir nous gonfler pendant 2 plombs. Alors, je t'écoute. Non, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment kiffé les acteurs, j'ai vraiment kiffé les dialogues, j'ai vraiment bien aimé, je pense qu'il faut vraiment le voir au second degré. On va pas se prendre la tête quand on va voir ce film, on passe vraiment un bon moment et je pense que il faut le revoir et c'est le genre de film dont on peut plus se marrer en parlant qu'en le voyant. Donc c'est pour ça, écoutez-nous en parler. Écoutez-nous en parler, vous allez plus vous marrer. Et encore, je suis pas sûr. Moi je mettrais 8. 8 Attention, ça fait 16. Ça fait 16, oui. Ouais, et d'où, voilà. Parce que là, vous allez être obligé de mettre plus que 8, vous, les gars. Moi, perso, je comptais mettre plus. Ouais. 8,75. Alors, je mets 8,75, pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a quand même... j'ai trouvé un petit manque de rythme. Ah. Ouais, il y avait c'est vrai, ouais. Il y a un moment, ça retombe un peu. Mais sinon, il y a l'ensemble... Enfin, c'est vraiment... 8,75 juste pour chipoter, quoi. Donc non. Bon, c'est une belle note déjà. Belle note, parce que je me suis vraiment régalé. Le coup des galères, les chansons, le discours, il y a tout qui est bien. Moi également, je serais sur pas 8,75, enfin 8,5. Je dirais pas à 75. Moi je pensais à 8,5 parce que je me suis vraiment amusé sur le truc. Il y avait vraiment juste ce moment, les rythmes, c'était ce souci de rythme où à la fin d'un coup ça nous a fait ressortir. Et ça a été hyper frustrant, pas plus que on se demande quand est-ce que ça finit, c'est que d'un coup il y a quelque chose qui nous a échappé, quoi, et je pense que c'est vraiment cette frustration de ne pas avoir été gardé tout le long, quoi, qui fait que voilà, du coup voilà pourquoi on ne peut pas donner un 10, mais je pense que ce sera parce que ça fait 20 déjà. Un 10. Et oui. Et voilà. Et 20, après la deuxième chose, moi, vraiment la chose que j'ai bien aimé dans ce film,
qui est pour moi un côté très positif. J'ai pas eu l'occasion de leur dire à quel point je les aimais tous les deux. Mais c'était surtout que là où OSS 117, on s'est bien marré, mais j'ai vraiment bien aimé les films. Mais c'était parce qu'il y avait vraiment ce lien avec, par exemple, les détournements qu'avait fait justement Hazanavicius et son équipe à l'époque de Canal+. Où on était vraiment dans ce genre d'humour et que on connaît ça, mais finalement la différence de temps entre la période où on a découvert la classe américaine, ça détourne, Derrick contre Superman, et justement les OSS 117 était très courte. Alors que là, Philibert, moi, m'a vraiment rappelé par exemple le Cartouche de Broca, qui a ce côté qui est vraiment dans la comédie, qui se prend pas au sérieux au niveau du truc, mais qui fonctionne aussi avec ses codes, c'est-à-dire au niveau on se prend pas la tête à savoir si tout est raccord dans les mouvements, si tout ce qui se passe vraiment est d'une véracité historique inflexible, quoi. Il y a ça, il y a le côté Errol Flynn aussi, qui lui par contre était vraiment à prendre au premier degré, avec le Robin des Bois d'Errol Flynn, ce genre de choses, avec Errol Flynn. Et vraiment, moi, ça m'a fait revenir sur tout ce que j'ai aimé dans les films de Broca, comme L'Homme de Rio, où Belmondo passe son temps à courir après sa fiancée en criant Agnès, Agnès, Agnès de Longue, et toute la partie où Élodie Navarre, donc Inès, est kidnappée par Clotilde, et qu'elle hurle Philibert toutes les 2 secondes. À chaque plan, on entend Philibert dans l'image, qui se crie d'une façon à chaque fois différente. Voilà, ça m'a rappelé cette scène-là, dont justement L'Homme de Rio, où il est en avion derrière l'autre avion en train de le poursuivre, et qui hurle Agnès en espérant qu'elle lui réponde à 5000 mètres d'altitude. Donc voilà, ça m'a rappelé cette légèreté que j'avais vraiment aimé moi dans les films de Dobroca avec notre cher Bébel. Et donc 8,5 aussi pour ça, presque 9, c'est vrai. Mais bon, j'aime pas le 75. On a mis, même si on a une petite retenue concernant le rythme, il faut quand même dire que c'est un premier film, donc c'est quand même pas mal pour un premier film. Il est vraiment bien abouti et on y croit, quoi. On y croit, Mustapha. Ouais. Et juste aussi un petit mot sur le rôle d'Alexandre Astier, sa façon de jouer. Il y a une journaliste qui, lors de l'interview du réalisateur pendant les rencontres, qui disait que c'était très ressemblant à Kaamelott. Alors c'est pas le cas du tout, parce que Kaamelott, c'est comme ils expliquaient, il sait plus jouer le dialogue est moderne, alors que là c'est du dialogue ancien, et il est différent du truc, parce que déjà il joue un pur méchant. Là c'est surjoué en plus, quoi, contrairement à Kaamelott où c'est quand même... Enfin, ça fait naturel. Là, ça surjoue vraiment dans le genre, quoi. Et on sent que là, il rend vraiment... Enfin, il s'est inspiré de vraiment de deux finesses dans sa façon de gérer la colère, où tu sens que c'est vraiment intérieur et comme deux finesses, il est petit et faible et c'est un pleutre. Et là, Astier, c'est un peu la même chose. Quand il doit se battre, il est un peu en retrait et jusqu'à ce qu'il passe le cap, quoi. Il est plus fourbe et colérique qu'autre chose, quoi. There were 9 of us who escaped. Donc moi je vais vous présenter numéro 4, qui est un film de science-fiction qui sort le 4 avril, réalisé par DJ Caruso avec Timothy Olyphant entre autres, Alex Pettyfer, Teresa Palmer, Diana Agron. Bon, je les connais pas tous, il n'y a que Timothy Olyphant que je connais, que j'aime bien. C'est un film de science-fiction un petit peu à la sauce Twilight. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est des méchants aliens qui sont sur Terre, qui recherchent des gentils aliens pour détruire la Terre. Bon, vite fait, hein. Number 1 was killed in Malaysia. Number 2 was murdered in England. Number 3 was hunted down in Kenya. You can only be killed in sequence. What number am I? 7? 5? Number 4. I'm next. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'ai trouvé que j'étais pas vraiment dans la cible. Pour vous dire la vérité, j'ai trouvé que ça s'adressait à un public un peu plus jeune. Teenage movie. Ouais, si j'avais eu 16 ans, ça m'aurait peut-être
fait kiffer, mais je pense que je suis un petit peu trop vieux maintenant pour ce genre de film. J'ai pris un petit coup de vieux dans la salle, je vous avoue. Bon, pour vous raconter l'histoire un petit peu plus en détail, les méchants s'appellent les Mogadorians. Les Mogadorians, c'est un petit peu un mix entre les Mandalores, les Goa'uld, les Mandalores aussi. Je sais pas si tu connais les Mandalores. Non. Vous voyez ce que c'est les Mandalores? Cinquième élément? Non, ça c'est les Mangalores. Ouais, voilà. Les Mandalores, c'est les guerriers dans Star Wars qui ont les armures de Boba Fett. Donc bon voilà, tout ça pour dire que les Mogadoriens, quand j'ai entendu ça dans ma tête, ça a fait Mangalore, Mandalore, Goa'uld. En plus ils ont des déguisements, on dirait qu'ils sont tout droit sortis de Stargate, quoi, tu sais, avec les salles branchies au niveau des tu vois, les salles maquillage. Bon, enfin, j'ai trouvé que ça faisait un peu série B. Mais bon c'est bien réalisé, il y a des belles images, il y a des beaux effets spéciaux, les acteurs sont plutôt bons. Mais j'ai trouvé que ça s'attardait un petit peu trop sur l'histoire d'amour, le jeune blondinet surfeur qui se met à l'écart parce que justement il faut pas qu'on le reconnaisse et qui se fait traquer par les méchants aliens. You keep your head down. I know how to blend in. You're gonna do well here. John Smith. Okay. You don't want to tell me your name. What's this? Seems like you want to run away. That is kind of private, actually. Been to a lot of places. I think this is a pretty good place. Alors c'est tiré d'un roman. Bon, c'est tiré d'un roman qui s'appelle Lorian Legacy. C'est une série de 6 romans de science-fiction de James Frey et Joby Hughes. Donc je ne connais pas du tout. Tu les as lus, hein? Je ne les ai pas du tout lus. Mais bon, c'est ça aussi qui me fait penser à Twilight, c'est-à-dire qu'on sent que le premier épisode, il est là pour poser vraiment les bases, il présente un peu les personnages, on ne sait pas vraiment trop ce que c'est leur pouvoir, on ne sait pas vraiment trop d'où ils viennent. Apparemment, bon, ils viennent d'une autre planète qui a été détruite justement par ces Mogadorians. Ils arrivent sur Terre, ils sont traqués, alors ils sont 9 à avoir des pouvoirs un petit peu surnaturels. Et bon, enfin, on ne comprend pas vraiment trop l'intrigue, on sent que c'est le premier. À voir avec la suite si jamais il y a vraiment des choses mieux. Moi ça m'a un peu déçu. J'avais vu la bande d'annonce, je m'attendais pas spécialement à plus, mais bon, j'ai trouvé que j'étais déjà plus dans la cible. Au niveau des points positifs, bon, déjà c'est de la SF. Moi, à partir du moment où c'est de la SF, je suis pour, quoi. DJ Caruso, c'est celui qui a réalisé L'œil du mal, que j'avais plutôt bien aimé. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Avec Donc Shia LaBeouf, là. avec Shia LaBeouf, ouais. Shia LaBeouf. C'est avec Timothy Olyphant que j'ai beaucoup aimé dans Die Hard 4. C'est le méchant de Die Hard 4 et c'est le mec qui joue dans Hitman aussi. J'ai trouvé plutôt pas mal. Alors Timothy Olyphant là-dedans, il joue un petit peu le garde du corps donc de ce numéro 4. Alors en fait, comme je l'ai dit, il y a 9 super-héros qui viennent d'une autre planète qui ont des pouvoirs et les méchants les tuent les uns après les autres. Et donc ils en ont déjà tué 3. Et là, ils traquent le 4e, donc qui est le héros du film. Et ce 4e, à la fin du film, il se rend compte que s'ils se mettaient tous ensemble, ils seraient peut-être plus forts contre les autres, contre les méchants. Et du coup, à la fin du... Enfin bon, je vais pas raconter la fin. Mais bon, voilà. C'est déjà fait, l'idée, c'est... on mettra un moment, on mettra spoil. Un spoil, ouais. Mais ils sont plus que 2, non? Numéro 2. Donc au niveau du conte, comme j'ai dit, pour moi on ne rentre pas assez dans l'intrigue, on ne comprend pas assez de choses. On nous parle d'autres mondes sans nous les montrer, on ne comprend pas qui sont les 9, pourquoi, comment. Donc voilà, on dirait plus un Twilight à la science-fiction. On s'attarde plus sur les problèmes d'ado des protagonistes, plus que sur l'intrigue et vraiment sur les enjeux qui pourrait y avoir. J'ai trouvé les accessoires et les maquillages un peu moyens qui font un petit peu série B. Mais voilà, je crois que je suis définitivement plus dans la cible de ce genre de truc. À côté de moi, il y avait 2 petits jeunes qui n'ont pas arrêté de se ploter, genre 16 ans. Moi, j'étais dans ma salle tout seul. C'est ce que tu regardais plus, quoi. Ouais, j'étais plus attiré par ça, ouais. Non, mais enfin voilà.
Bon, en même temps, c'est un bon divertissement, ça se regarde. Mais bon, c'est pas non plus le film de folie, quoi. Donc allez le voir, si vous avez 16, 17 ans, 14, 15, 12, ça ira. Si vous avez dépassé les 25, je pense que vous feriez peut-être mieux d'aller voir autre chose. Voilà. Ça vous donne envie, vous, qui l'avez pas vu? Alors. J'ai envie de te dire. C'est B qui. Je suis trop vieux. C'est trop vieux, pour ces conneries. J'attends la suite. Moi, c'est qui me. C'est ce que tu as dit au début, là, qui m'a marré. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, finalement, si Twilight est là pour les nanas de 16 ans, le numéro 4, c'est orienté aussi pour les mecs de 16 ans, où il y a un côté plus masculin, où ça reste quand même unisexe, on va dire. Non, dans le sens où là où Twilight, c'est vraiment les filles qui fantasment sur les deux héros tout le long, et c'est vraiment le film midinette pour ce public-là un peu fantastique. Et numéro 4, ça, pour les jeunes ados mal dans leur peau, qui font du skate et qui aimeraient rider plus vite, se disent qu'avec les pouvoirs de numéro 4, ils y arriveraient. Je pense que ouais, ça s'adresse plus aux garçons, et encore qu'il y a quand même l'histoire d'amour au milieu qui fait que c'est pour les deux sexes, mais ouais, il y a le côté, enfin bon, dans la SF c'est pas spécialement masculin, mais ouais, je pense que ça s'adresse, je pense que les petits jeunes, écoutez-moi, si jamais vous avez une copine que vous voulez pas vous emmerder au cinéma, allez voir Twilight, allez voir numéro 4. C'est bon. Je pense que ouais, ça s'adresse plus aux mecs. Puis bon, on retrouve évidemment les stéréotypes, le mec qui arrive dans un nouveau lycée, alors t'as toujours le quarterback de l'équipe de football qui est un peu casse-couille, avec le petit geek qui est là, qui croit aux extraterrestres, alors le gentil va aider le petit geek, enfin bon. On retrouve tous les stéréotypes de ce genre de teenage movie, mais bon, c'est plutôt bien fait, donc voilà. Si ça... C'est quand même agréable à regarder, quoi. Ouais, ça se regarde. Ouais. Ça se regarde. Je vais pas raconter trop de spoil sur la fin. Bon, il y a des trucs à la fin où on se dit où ils sont partis, quoi, au niveau des effets spéciaux et tout, avec des espèces de monstres venus de notre planète. Je sais pas. Pareil, tu sais pas comment. Moi, ce qui me manque, c'est les explications. C'est pourquoi, qui, comment. Mais je pense que dans la suite, il y aura peut-être des très bonnes idées, il y aura peut-être des très bonnes choses à tirer de ça, mais je pense qu'en un épisode, on se rend pas bien compte. Voilà, il y a un truc qui est intéressant, c'est que bon, il est à l'adolescence, et en fait ses pouvoirs arrivent un petit peu comme à la puberté, si tu veux, où tu commences à avoir des trucs bizarres qui se passent. Bah lui, il a ses super pouvoirs qui arrivent, quoi. Donc, mais alors on comprend pas, enfin même lui il comprend pas, tu vois, il a de la lumière qui sort des mains et tout, il commence à péter un câble quand il s'énerve, il défonce tout. Il sait pas qu'il est un extraterrestre. Mais il sait qu'il est un extraterrestre, mais il sait pas qu'il y a des choses qui qu'il a la puberté, quoi. Il sait pas qu'il est juste un ado. Il sait pas qu'il a des super pouvoirs, et apparemment ils ont pas tous les mêmes. Donc bon, c'est comme je t'ai dit, ça manque d'explications pour moi. Enfin voilà, ça se regarde, mais ça manque un peu d'explications. Niveau musique, son, tout ça. J'ai pas été spécialement transporté, enfin ça c'est correct, ça passe. Il y a pas de, disons que ça m'a pas fait putain, bah, c'est très teenage, quoi. Enfin tu vois, quand t'as du rock, du machin d'ici de là, c'est pas. Et un jugement complètement arbitraire, sur 1 à 10, tu mettrais combien? Sur 1 à 10, bah je t'ai dit, c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression d'être vraiment la cible. Bah, je mettrais, je sais pas, je mettrais 6, ouais, 6. 6. Ouais, c'est au-dessus de la moyenne, c'est pas mal, ça, voilà, passable. If they kill you, we are all gonna die. Who are you? Number 6. You're more powerful together. You have no idea what I'm capable of. Bon moment, quoi, quand même. Oui. Ouais. Divertissant. Divertissant. Surtout la petite ado à côté. Ah là, ouais. Bah oui, il y a quand même. T'étais nostalgique alors? Non, c'était pas la nostalgie, mais bon. On n'ira pas plus loin. Là, on va rester là. YouPorn pour la suite du podcast aussi. Non, c'est vrai que. Il y a des enfants de 16 ans, c'est vrai. Non, c'est vrai que les deux filles sont plutôt mignonnes, c'est sûr. Bon, après le mec aussi. Hein, Est-ce que vous pouvez dire balle, s'il vous plaît? Balle. Est-ce que vous pouvez dire citron? Citron.
pardon, excusez-moi. Tommy. Salut Connie. Donc, moi je vais vous parler de Je n'ai rien oublié, rien à voir avec numéro 4, film de Bruno Chiche. Je vais recommencer. Je n'ai rien oublié, sorti le 30 mars, film de Bruno Chiche avec Gérard Depardieu, Nils Arestrup et Françoise Fabian pour les rôles principaux. Donc c'est l'histoire de Conrad qui vit au crochet d'une grande famille bourgeoise, la famille Sen, du côté de Biarritz. Et donc Conrad est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et avec ses souvenirs qui s'effacent et d'autres souvenirs persistent, il va se confier à Simone, la nouvelle venue dans la famille, qui est la femme de l'héritier de cette famille. Et il va révéler certains souvenirs qui vont déranger la plupart des protagonistes de cette famille. Voilà. C'était qui ce Conrad? C'est un ami d'enfance de mon père. Ils sont brouillés avant que je naisse. Vous aimez beaucoup Thomas? Vous savez, c'est comme mon frère. Et là, c'est Elisabeth. Oui, c'était mieux pour elle. Thomas, c'était mieux. Une très belle prestation de Gérard Depardieu qui m'a vraiment beaucoup touché. Il aura César. Non, j'espère, parce que j'ai trouvé vraiment qu'il était très très bon. Nils Arestrup aussi, Françoise Fabian, pareil, en sorte de marâtre qui essaie de tout contrôler et finalement qui n'arrive pas à contrôler Conrad qui petit à petit est diminué. Que dire de plus? Point. Je sais pas. Non, ce qui est bien, c'est que c'est Le travail esthétique pour ce genre de film, quand même. Non, mais moi, ce qui m'a plu déjà, c'est par cette histoire, cette intrigue, moi, ça m'a fait penser. Je sais pas, j'avais l'impression des fois d'être dans une sorte de Cluedo aussi, où on essaie de chercher qui est quoi, qui est qui. Ouais. Il y a une sorte de faux semblant dans le film. Finalement, celui qui révèle les souvenirs, c'est celui qui a le moins de mémoire. Ceux qui ont toute leur mémoire, finalement, cachent ses souvenirs. Au niveau de l'histoire, on est sur l'histoire de secret de famille, en fait, qui détruit à petit feu une famille. Et avec le seul élément qui est extérieur à la famille, qui est justement la future mariée, enfin la jeune mariée, en fait, de l'héritier, qui est le seul élément vraiment extérieur et qui vient, en fait, du coup, révéler et détruire la famille de l'intérieur, quoi, qui est assez intéressant. Et en fait, en dehors de ça, on s'attendrait à une espèce de film de rapport plus ou moins intime sur le passé, sur les non-dits et d'une histoire. Et il est quand même traité visuellement à la façon pas d'un polar, mais vraiment d'un côté thriller, avec vraiment une esthétique léchée dans l'image, Ouais, c'est pour ça qui en fait l'empêche de basculer dans l'interrogation psychologique et le film prise de tête où on se demande d'où on vient, ce genre de choses, qui permet de garder en fait toutes ces interrogations-là sous la forme d'une intrigue et pas sous la forme de questionnement. Parce que je pense qu'il aurait été traité de façon beaucoup plus fadasse au niveau de l'image, fadasse façon de parler, mais de façon beaucoup plus simple au niveau de l'image, moins travaillé sur la couleur, sur la photo, et moins travaillé au niveau de la mise en scène. On serait resté vraiment dans certains films où finalement c'est que juste le sentiment et nous on est juste pris par ces sentiments, blessés, pas blessés ou ce genre de choses, et alors que là on le suit comme une intrigue. Enfin, moi c'est vraiment ça que j'ai bien aimé, quoi. C'est qu'on parle vraiment que d'histoire de sentiments et un peu de trahison, mais que c'est mené comme une enquête familiale, plus ou moins familiale. Par ce personnage qui est la jeune fille qui la jeune arrive, fille Simone. qui n'existe pas pendant la toute première partie du film et qui d'un coup éclate. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on la voit dans le film, mais d'un coup, elle apparaît. Et Parce qu'elle a ce rôle aussi Elle rentre pas extérieur dans de le la quoi. famille. Et puis, c'est bien sûr, elle qui permet au spectateur de rentrer dans le film. c'est un peu le spectateur aussi. Pour moi, C'est celle qui permet de... On sent que la famille est clanique et qu'il y a façon de parler, parce que Conrad, tout en étant avoir été élevé dans cette famille depuis le début, alors qu'il n'en fait pas partie, qu'il est en fait le fils d'une bonne. Qui a disparu. T'as tout révélé là. Mais non, c'est pas la fin du film ça. La fin du film, c'est qu'on découvre découvre qu'en fait il est le cousin numéro 4 et que c'est lui qui l'a entraîné sur Terre. C'est là. Moi, il y a une petite chose en fait dans les points négatifs, c'est le rôle de Nathalie Baye en fait. Oui, ça. Ouais. C'est dommage, j'adore cette actrice, hein, je trouve que c'est une très bonne actrice et je me suis demandé si finalement son rôle
était utile en fait dans l'histoire. J'ai pas très bien compris. C'est peut-être le petit truc parce qu'on la voit, elle vient par intermittence sur un tiers du film. Et puis après elle est plus là. Bon, c'est vrai que ça, je pense qu'en ça fait... aide à Simone, donc la femme de l'héritier. De la rencontrer dans la rue. De la rencontrer et de l'amener vers Conrad. Mais bon, je sais pas. Je pense que c'est la première strate de secret, elle passe par elle en fait. Oui, mais c'est pas assez. Oui, mais c'est pas super explicite. Non. Bon, ouais, je pense que c'était aussi pour faire une jolie scène avec Depardieu et Nathalie Baye au restaurant. Ça fait quand même un beau moment, quoi. Enfin, les deux jouent super bien. Ça parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui passent. Enfin, c'est vrai qu'elle est pas hyper importante. Ça fait rajouter Nathalie Baye au générique, mais je trouve qu'il y a quand même une scène qui est intéressante. Moi, c'est pas le genre de film que je vais voir habituellement, mais bon, j'ai trouvé ça bien joué. J'ai bien aimé le côté on traite de la maladie sans forcément la traiter, ça fait pas mélo. C'est pas dramatique, à aucun moment on parle de la maladie. Au contraire, à aucun moment le film n'est pas axé sur la la maladie. Voilà. Le film ne montre pas. C'est en toile de fond, c'est plus en ambiance, et on a ce personnage-là au milieu, Gérard Depardieu, qui du coup passe pour naïf mais charismatique aussi, qui est un petit peu qui s'entoure de beaucoup de femmes en fait. Les femmes sont pas indifférentes à son charisme. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé Alexandra Maria Lara, donc qui interprète Simone, donc la jeune fille. J'ai trouvé que en fait c'est elle le narrateur pour moi. Pour moi, Bruno Schitsch se sert d'elle pour raconter l'histoire de cette famille parce que c'est la nouvelle venue. Et elle découvre au fur et à mesure les gens, elle découvre au fur et à mesure les secrets, et le spectateur ne découvre les choses qu'en même temps qu'elle. Donc pour moi, on a vraiment son point de vue à elle, et on s'attache à ce à quoi elle s'attache. Donc je l'ai vraiment trouvé, j'ai trouvé qu'elle jouait super bien, même malgré le fait que ce soit un film avec une grosse affiche, et où on parle plus de Depardieu, de Fabian, de Nathalie Baye, tout ça. Je trouve qu'au milieu, je l'ai trouvée sublime. J'ai trouvé qu'elle était super élégante, qu'elle était super. Elle fait vraiment passer quelque chose, et son point de vue, le fait de voir le film à travers ses yeux, en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Comme tu l'as dit, c'est super bien réalisé. L'image est vraiment magnifique, et j'ai bien aimé aussi le côté, c'est pas mélo, quoi. Le côté, même, il y a pas mal d'humour en fait. Il y a pas mal de moments où tu souris malgré le fait que ce soit quand même assez lourd comme ambiance. Il y a quand même des moments assez sympathiques. Donc c'est pas le genre de film que je vais voir d'habitude, mais moi ça m'a plutôt bien plu, quoi. Et une note sur A10, mon cher Rémi? Une note? Pourquoi il y a que moi qui donne des notes? Parce que t'es le noteur, ça. Je mettrais 7. Je mettrais 7. 7? Ouais, parce que c'est pas forcément mon genre de film, mais quand même à voir, quoi. D'accord. Voilà. Et toi, Arnold? Non, moi je trouve que pour moi, je l'ai pas vu comme un film à réessai pur jus, vraiment réservé à une certaine cible de spectateurs. Je trouve justement que c'est vraiment une histoire qui est ouverte sur un large public. Et moi je mettrais 7-8. Moi je trouve que c'est assez bonne note. Je pense même qu'une clientèle un petit peu plus jeune, qui a l'habitude de voir je sais pas, des Woody Allen, des genres de choses, je pense qu'ils peuvent très bien aller voir ce film, et qu'ils peuvent trouver vraiment tout l'intérêt, que ce soit aussi bien technique comme l'a dit Vincent, ou au niveau d'histoire, qui est vraiment bien construite, quoi. Enfin, en tout cas, moi je suis bien entré dans le film. Moi j'ai juste fait une autre note négative là, sur le film, c'est vraiment sur le final. Bon, je vais pas vous faire un petit spoil, mais j'avoue que la fin pour moi était un peu difficile. Je l'ai trouvé beaucoup moins fine en fait que tout le film, dans la façon dont il a été amené. Alors là, je lance spoil. C'est notamment le plan sur le pommeau quand Françoise Fabian meurt. Moi j'ai trouvé ça très, très, très triste. Tout le film est très bien, la mise en scène, le choix de l'image, du cadre est très bien fait. Et un des derniers plans, ils sont à la pompe automatique de Total. Ils sont à la pompe chez Total là-dessus. J'ai pas trouvé ça.
Moi, ce truc, ça m'a choqué parce que tout le long, on est dans une ambiance de retenue, de velours, ce genre de choses, et d'un coup, on est de vente totale sur une aire d'autoroute, quoi. Donc là, j'ai pas compris, en fait, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose qui voulait casser, justement, avec, on sort de cette ambiance de velours et on du découvre, secret, en fait, tout on se passe découvre ailleurs, la on vraie n'est pas vie, dans quoi. un cocon. Mais j'avoue que si c'est ce passage-là qui a été choisi, j'avoue que ça n'a pas été, voilà. Et puis moi, c'est surtout vraiment le plan de la main qui lâche le pommeau, ce pommeau qu'on voit tout le long du film, que j'ai trouvé... j'ai pas trouvé que c'était mal fait, je trouvais que c'était une pancarte, quoi. C'est-à-dire, attention, elle meurt, voici, boum. Moi, c'est bizarre parce que je l'ai pas du tout... Enfin, j'ai pas compris qu'elle mourait, en fait. Ouais, ah, moi, elle mourait, hein. Ah ouais. Pour moi, c'est... Après, on a des gerbes de sang qui... non, on n'est pas dans le même. Pour moi, c'était plus symbolique, en fait. C'était vraiment le sens, le côté... Elle lâche l'affaire. Ouais, elle est démasquée, quoi. Elle est démasquée, elle est abattue, tu vois. Enfin, elle lâche ce symbole-là de... limite de royauté, quoi. Tu sais, la canne comme ça, là. Elle le lâche pour dire elle a perdu... Mais je pense qu'on peut, non, mais je te dis, on peut voir les deux, quoi. C'est la façon dont il a été amené. Ouais, je veux dire, j'ai vu, allez, ça y est, on y a droit. Enfin, je veux dire, vraiment, ce truc, dès que j'ai vu le premier plan, je dis c'est bon, allez, dans 2 secondes, elle le lâche. Et finalement, ça m'a pas... De toute façon, on le voit bien arriver, quoi. Enfin, ah oui, bah oui, non, pas... on le voit arriver, mais ce que je veux dire, c'est que tout le long était fait avec assez de finesse. Par exemple, tout le long, je veux dire, le dénouement de l'intrigue, moi, je m'attendais pas à ça. Ça va plus loin que ce à quoi je pensais. Donc, il avait vraiment les devants là-dessus. Bon, c'est une adaptation d'un roman, je sais pas si on en avait parlé. Ouais, c'est bien sûr, ouais. Donc, je sais pas, ceux qui ont lu le roman, peut-être qu'ils vont... C'est un roman de Martin Suter, Small World. Mais... De tête. Hein. On en a plein la bouche. Non, moi, c'est ce truc-là. Mais c'est vrai que sinon... Et c'est vrai qu'il y a vraiment, comme tu dis Arnaud, tu vois, ce côté qui n'est pas du tout à réessayer, qui fait limite grande production française. Ah ouais, non, complètement, ouais. Qui fait un peu grande, c'est la série de l'été. C'est-à-dire que s'il avait été traité avec moins de finesse, il aurait resté, il aurait. Ce serait un téléfilm, quoi. Ouais. Il aurait pu faire un excellent téléfilm. Un téléfilm basique comme on le voit tous les jours. Mais là, chapeau à Bruno Chiche qui a vraiment, su faire sortir ce film de ce genre de sujet, de ce genre de raccourci dans lequel on peut tomber, quoi, quand on fait ce genre de film, parce qu'on a une intrigue, moi qui m'a fait penser à ça, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que voilà, on porte un sujet qui fait très commun, qui fait très tout venant, et on arrive à lui donner une classe supérieure. Et ça, c'est vraiment une finesse supérieure, quoi. Et ça, finalement, c'est du Marcel Duchamp du cinéma, si j'ose dire. C'est-à-dire, on prend un urinoir, on le retourne et ça fait une œuvre d'art. Ben là, c'est pareil. On est parti sur quelque chose qui aurait pu être très très banal, et on en a fait quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà. J'ai une lumière rouge sur le front. Je crois que quelqu'un me tue. Ouais, comme moi je vais donner mon avis aussi. Allez. Parce que je pense que... À la tienne. Que mon avis prévoit sur les Tu vas nous parler du livre. Alors moi j'ai lu le livre. Non, je déconne. J'ai vu le film. Non, je déconne. Et en fait, moi je suis vraiment rentré dedans, je me suis vraiment régalé. Tous les personnages... j'ai vraiment accroché à tous les personnages, surtout l'interprétation de Depardieu est vraiment pour moi magnifique, quoi. Donc comme je leur ai déjà dit, je l'ai dit déjà avant, je pense qu'il est césarisé. Je mets 50 € sur le tapis. Tu prends? Non. Et non, sinon moi je vous rejoins dans le sens où il est le sujet, c'est un peu c'est du borderline d'un téléfilm ou d'une saga de l'été à la Tramontaine, quoi. Mais c'est vraiment bien filmé avec une belle esthétique. L'opérateur, le chef op, il a fait un gros travail dessus. D'ailleurs, il y a Bruno Chiche qu'en a parlé lors des premières rencontres
monde cinématographique, que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément demandé et que maintenant, depuis en tout cas ce film et d'autres réalisations qu'il a fait en parallèle, est super coté. Enfin, vraiment à l'image, ça se voit. Et au niveau d'écriture de scénario, c'est enfin toute l'ambiance sombre du drame familial est vraiment bien amenée. Enfin, pour moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien amené jusqu'au bout. On sait qu'il y a quelque chose d'important, on sait que la clé, c'est ce gars qui a Alzheimer et donc qui est à moitié fou, donc on ne sait pas s'il dit la vérité ou pas la vérité. Et en fait tout est amené, donc on ne sait jamais si c'est vrai ou pas ce qu'il raconte. Donc moi je trouve ça plutôt bien foutu, jusqu'à ce que soi-disant les saints d'esprit dévoilent la fin, quoi. Dévoilent le poteau rose, quoi. Voilà. Et moi si je mettrais une note, ça serait... si je mettais une note, ce serait un 8 sur 10 aussi. Ouais. Ouais, pareil pour moi, un petit 8. Un B+. Ça fait 16 les gars, 8. Hein. Ça fait 16 sur 20. Et alors ? Moi j'en reste sur 7. Avec un rapport, de toute façon c'est Ça la fait même chose, 14. que ce soit 7 sur 10 ou 14 sur 20, ça fait la même chose. Mais quand tu dis 16, ça fait plus belle note que 8. Bon, enfin bref, moi je mets 7. Donc 7, 8, 8, 8, 8. Moi je mets 32 sur 60. Très bien. Oh, sur 40. Ouais, bon, très bien. Ouais. Ça fait 5,5. Et donc, on a rencontré, enfin, vous avez rencontré Bruno Chiche au premier rencontre. On a tous rencontré, on a eu la joie et l'honneur de rencontrer Bruno et de pouvoir vérifier s'il y avait Alzheimer ou pas. Donc, ouais, quelques petites questions. Quelques petites questions assassines. Voilà, Magnéto Serge. Bon, bah, on nous a dit d'arrêter. Est-ce que vous pouvez nous... Ça va, 2 minutes, hein, ça va. Une autre question. Je suis pas Johnny Depp, hein, on n'est pas au Georges V avec 27... Tu te souviens plus là-dessus ? J'ai perdu la mienne, moi, du coup. C'est très con. C'était parti... Mince, c'était... Non, on va pas... Non, bah tant pis pour moi. Est-ce que vous pouvez juste... Il a tout oublié. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous rappeler les 2 premiers mots dont on a parlé au début de l'interview ? J'aurais bien aimé me souvenir du poème, surtout. Balle, citron. Parfait. On va passer donc au dernier film, au dernier zoom de ce podcast. Le zoom. Vincent va nous parler de, attention, roulement de tambour. Musique. Maestro. D'un film à l'autre de Claude Lelouch. Wouh ! Voilà. Alors d'un film à l'autre, qu'est-ce que c'est ? Alors justement, c'est un espèce de film hommage à ses propres films. C'est assez curieux de voir le pitch d'un film à l'autre, puisqu'en fait il s'agit d'un film documentaire dans lequel Claude Lelouch lui-même reprend en fait toute son histoire en fait cinématographique, à partir de ses débuts dans le cinéma jusqu'à aujourd'hui en fait. Et c'est assez curieux de se retrouver face au synopsis ou à l'affiche de ce film en se disant mais qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer, quoi, parce que bon, les films de Claude Lelouch, on le sait, ça fait toujours du bruit, en bien ou en mal, il y a toujours du bazar autour de lui, mais le film commence vraiment par une agréable surprise. Donc nous avons eu l'occasion de rencontrer justement Monsieur Lelouch lors des rencontres cinématographiques du Sud à Avignon également, alors qu'il venait présenter son film. Nous avons pu l'interviewer, faire une interview hommage de Monsieur Lelouch. Une interview Lelouch un peu. Puisque voilà, ce qu'on a appelé l'interview Lelouch, il a accepté justement de se prêter au jeu. Et je vous laisse la découvrir maintenant avec, dans la foulée, le début en fait du film en screener, parce que nous n'avons pas... Bravo. Bien. Parce que nous n'avons pas, mais ça suit le montage de l'interview, vous comprendrez. Voilà, alors d'un film à l'autre, c'est tous les petits miracles
que j'ai eu la chance de tourner pendant 50 ans de cinéma, à travers 43 films, et c'est vrai que j'avais envie à un moment donné d'expliquer à mes enfants, à mes 7 enfants, comment l'échec était peut-être plus important que le succès pour grandir. Voilà. Donc ce film au départ n'était pas destiné à sortir dans les salles de cinéma, il était destiné tout simplement à fêter l'anniversaire des 50 ans des films 13. Je voulais au départ montrer ce film qu'à mes enfants, qu'à mes copains. Et puis, quand on a commencé à le montrer à des jeunes étudiants, quand on a montré ce film à des écoliers, on a eu le sentiment que ce film leur racontait des histoires qui étaient un peu différentes de celles qu'on leur racontait à l'école. Étant donné que dans ce film, je fais surtout l'apologie de l'échec, où j'explique que l'échec est peut-être la plus grande université du monde, et que le travelling arrière est c'est l'aristocratie du cinéma. Voilà. C'est très très compliqué de faire un travelling arrière s'il n'y a pas quelqu'un qui vous guide un tout petit peu. Voilà. C'est le rôle du photographe qui m'a trahi. Et c'est vrai que le plan séquence, c'est magique quand il est réussi. Mais ça peut être une punition quand il est raté. Parce que d'un seul coup, vous avez des longueurs qui s'installent. Voilà. Alors là, on arrive au cinéma, dans lequel passe actuellement d'un film à l'autre. Et je vais rentrer dans la salle de cinéma, donc je vais passer devant vous. Si vous voulez rester et là, on arrive dans le cinéma. Attention, voilà. Voilà, attention, attention. Phénoménal, monsieur. Je vais mettre des cieux dans ma... Bon voilà, j'imagine que vous avez compris pourquoi j'ai dit screener. Donc voilà, le court extrait que vous avez vu en fait du film juste à la fin de l'interview, c'est l'ouverture. L'ouverture de ce film commence par en fait Rendez-vous, qui est le court-métrage, premier court-métrage réalisé justement de Claude Lelouch. Ce film-là donc est tout simplement impressionnant. Donc c'est un court-métrage et c'est en fait la traversée de Paris à 5h du mat jusqu'à la butte Montmartre en voiture, en grillant tous les feux rouges et tous les articles du code de la route un par un. À croire qu'il avait un carnet avec lui en disant bon ça c'est fait, j'ai grillé le feu, ça c'est fait, j'ai passé la ligne. Le stop. Donc voilà, donc il a traversé en trombe toute la ville en ayant fixé donc une caméra à l'avant de sa voiture sur la calandre et tout est filmé en plan séquence. Et c'est un peu un résumé de son œuvre qui suit après. Voilà. Et en fait, Anticipation. le film est monté d'extraits de tous ses films, d'images de making-of. Seulement, pour cette ouverture, il a mis son court-métrage en entier. Là, c'est assez impressionnant, mais c'est vraiment très plaisant parce que pour ceux qui n'ont pas vu ce court-métrage, qui n'ont pas eu l'occasion de le voir parce qu'il est diffusé que dans des cadres très précis de ciné-club et ce genre de choses, là, avec ce film-là, on a vraiment on accède vraiment à une belle copie justement du film de bonne qualité et on découvre ce court-métrage-là qui est vraiment très impressionnant au niveau de la puissance et du rythme de l'image. Et je dis même rythme alors qu'il n'y a aucun montage, c'est un plan séquence. Mais on est littéralement scotché dans le fauteuil pendant ces 20 minutes environ. Ça dure entre 10 et 20 minutes, je ne saurais plus dire le temps exact. De cette traversée. Et c'est vraiment extrêmement bluffant, surtout quand on sait que
ça a été fait, disons, sans trucage, sans préparation, tout a été fait sur le vif. C'est-à-dire qu'il aurait pu tuer au moins une dizaine de personnes pendant son trajet, et on le voit d'ailleurs au passage. Il aurait continué. Mais voilà. Après, tout le reste du film est très instructif sur sa carrière. Si vous avez vu des films de lui, de ses premiers jusqu'à ses derniers, le dernier en date étant Ces Amours-là, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, un succès. On sait tous que donc Claude Lelouch a jonglé entre les succès et les gros échecs en fait dans toute sa carrière. Et en fait, justement, ce film-là parle de son cycle, entre son alternance d'échecs et de succès dans toute sa production cinématographique. Et en fait, on découvre que c'est quelqu'un qui a produit donc ses films dès le début, ce qui explique le fait qu'il ait pu avoir les succès qui l'ont fait connaître parce qu'il a pu dire exactement ce qu'il voulait, mais ce qui explique aussi qu'il ait pu avoir les échecs qu'il a connus, étant donné qu'il a fait que ce qu'il voulait et qu'il n'a pas eu la contrainte d'autres personnes disant ce n'est pas possible, on ne peut pas faire les choses de cette façon. Je pense que c'est aussi ces contraintes-là qui permettent de ne pas se manger, de s'enfoncer dans une idée alors qu'on est persuadé qu'elle est bonne et que des choses nous échappent. Et donc la première heure passe vraiment très très bien parce qu'on découvre sa façon de construire les films, où on redécouvre pour ceux qui en avaient déjà un aperçu. Et on avance vraiment avec lui dans son idée, dans son fonctionnement. Moi j'avouerais quand même que 1h40 pour un documentaire, j'ai trouvé ça quand même un peu trop long, surtout que, comme on le dit, sa carrière a été cyclique et que finalement, au bout de 3 cycles présentés, on sait qu'on devine facilement, on construit soi-même la suite des cycles jusqu'au jour J, jusqu'à aujourd'hui. Et donc finalement, on a l'impression d'avoir une redite. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui finalement va toujours se remettre en question sur les mêmes moments, sur plus ou moins les mêmes choses, et retenter toujours, je dirais pas les échecs qu'il fait, c'est toujours des tentatives qui au final, je trouve, identiques en fait, les unes aux autres. Et qu'il y a toujours quelque chose qu'il veut dire et qui ne passe pas. Et donc il fait autre chose, ça marche, du coup il veut redire la même chose et ça ne passe pas. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il a vraiment envie de dire, qu'il n'arrive pas à faire communiquer, mais qu'il ne lâche pas tout au long du film. Alors lui ne le présente pas comme ça, moi c'est vraiment la vie que j'en ai eue en regardant le film. Et ce que je disais, c'est que 1h et quart, le film passe très bien, et puis à partir d'1h15, 1h30 jusqu'à 1h45, on a vraiment l'impression de commence à transpirer. De tourner en rond. Donc c'est tout ce côté-là qui est assez curieux d'un film à l'autre. Mais bon, le titre résume bien ce qui se passe, quoi. Il passe d'un film à l'autre et explique le pourquoi du comment. Donc c'est réalisé par lui, sur des films de lui, avec une voix off de lui. Non, ce n'est pas monté par lui, par contre j'ai vérifié. Mais ça fait vraiment un film très personnel et on ne sait pas pourquoi. Ça présente vraiment. Il disait que c'était pour sa famille à la base voilà. Qu'il avait fait. Ouais. Il avait fait. C'était un film anniversaire sur son entreprise et en même temps qu'il voulait présenter à sa famille pour résumer en 1h30 ce qu'était Papy Lelouch, quoi, en gros. Même pas ça, il disait qu'en fait ses enfants, parce qu'il a vu. On avait plein le cul de l'entendre parler tout le temps de ses films, donc il a dit je vais en faire un, et ils auront le résumé, quoi. Ça. Donc la chose est sûre, c'est qu'on aime Lelouch ou pas, ce film vraiment nous le confirme. On ne peut qu'être admiratif de sa volonté de toujours produire un nouveau film, de toujours créer, quoi, et de l'énergie qu'il met dedans, dans sa créativité. Et après, d'un œil plus technique, chose avec Gilles qui nous a vraiment marqué, c'est ça. Claude Lelouch, justement, est l'un des rares réalisateurs à être derrière la caméra en quasi permanence en fait lors des tournages.
Et en fait, dans les images making-of qu'on trouve, c'est impressionnant de voir la façon dont ces fameux travelling sont réalisés, où on le voit arriver assis dans le coffre d'une voiture, descendre de la voiture alors qu'elle n'est même pas arrêtée pour ne pas casser le rythme, monter les marches, tourner autour d'une personne, enfin de son protagoniste et continuer. Et là, c'est vrai que pour s'être essayé justement à l'exercice plusieurs fois, et notamment dans l'interview Lelouch, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas du tout facile d'atteindre, en fait, je veux dire, de réussir ce genre de plan. Donc c'est vrai que bon, les images making-of, c'est les images sélectionnées, on ne sait pas combien de fois il a dû reprendre la prise. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est beau de voir, d'arriver à reculons sur un fauteuil de Luma et puis d'un coup décoller à 4 mètres du sol et toujours en gardant l'œil dans l'objectif sans brancher, quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi sur Lelouch. Moi je te rejoins un peu sur ce que tu disais techniquement, parce que moi je trouve que c'est plus un hommage au cinéma, puisque en fait les réalisateurs qui enchaînent un succès puis après qui vont tenter une expérience et qui va pas marcher, ce que tu disais, le fait d'avoir une œuvre cyclique, c'est pour moi c'est tous les réalisateurs. Oui, c'est certainement. Donc du coup là-dessus c'est pas que je m'y attendais pas, mais il est finalement comme tous les réalisateurs. Ce qui m'a plu, c'était de voir, comme tu le disais, les différentes casquettes qu'il a sur les films, et finalement cette liberté qu'il a et qu'il a toujours voulu garder, parce que finalement, il y a des fois, il met en route des projets et il se plante totalement. Il n'hésite pas à le dire finalement, et on voit qu'il est à la prod, il est à la réalisation, techniquement, il est très présent. Ce que j'aime bien aussi, c'est que finalement, techniquement, il est là, les plans, il est derrière la caméra, comme tu le disais, mais c'est pas pour ça qu'il laisse tomber toute la direction d'acteurs, avec à chaque fois des acteurs qui l'ont suivi dans ses aventures et tout. Et moi, voilà, je l'ai plutôt vu comme un hommage au cinéma, peut-être un peu plus en général, avec tout ce que ça implique, et puis son amour du cinéma et de faire des films. J'ai plus vu comme ça. C'est son hommage au cinéma, parce que pendant un bon moment au début, pendant tout le film, il dit qu'il est amoureux du cinéma, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, on le sait, c'est sûr. Après, ça se voit dès le début, dès le lancement du film. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Je pense que c'est un film qui peut être intéressant, comme on parle à chaque fois du public que ça peut concerner. Tous les on va parler encore des jeunes, mais tous les gens qui aiment je sais pas, prendre leur caméscope le dimanche et tourner en week-end ou ce genre de choses, je pense que c'est quelque chose c'est un film qui peut amener beaucoup de choses, il explique beaucoup de choses, et je trouve que c'est assez c'est de l'optimisme en fait par rapport au cinéma. Je trouve ça j'ai trouvé ça assez optimiste, et puis vraiment quelqu'un qui montre même son attachement à cet amour pour le cinéma, quoi. C'est marrant que tu parles d'optimisme, mais c'est quand il racontait, je ne sais pas s'il en parle dans le film, peut-être, mais qu'il racontait en tout cas pendant les premières rencontres, lors des présentations du film, il disait qu'en fait il avait rencontré 3 producteurs de cinéma, et c'était 3 mauvais producteurs, et qu'au final il s'est dit, vu qu'ils sont bidons, je vais ouvrir ma propre boîte de prod, quoi. Et le gars, en faisant ça, il arrive après à faire des films, et à en arriver là où il en est, parce qu'il a quand même eu, je crois, 2 Oscars, et pour un même film, et une Palme d'Or, quoi. Donc c'est pas rien non plus. Alors nous, avec Vincent, on a fait pareil. En ce moment, vous nous regardez, quoi. On attend la palme, hein. On n'a pas fait exactement pareil. On n'a pas fait, parce que nous, on aime bien la difficulté, quoi. C'est trop facile d'aller à Paris. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les petits apartés des fois sur le mélange entre sa vie cinématographique et sa vie privée, finalement, il s'en cachait pas trop. Bon, on n'était pas là pour ça à la base, mais non, c'est marrant, c'est vraiment on voit que son histoire, c'est aussi un film, et c'est ce qu'il retransmet un peu dans toutes ses œuvres, quoi. Tout à fait. Donc, une note, voilà. Rémi? Alors moi, déjà quand je suis allé voir le truc, j'ai vu aucun film de Claude Lelouch. Moi, pour ma part. Je suis désolé.
Je vais me rattraper, mais en tout cas, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie d'en voir. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment dédié toute sa vie au 7e art, tout à fait. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé, n'ayant vu aucun de ses films, c'est de voir la démarche qu'il avait. C'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui semble vraiment en dehors du système, en fait. Qui fait vraiment ce qu'il veut, ce qu'il aime, et peu importe si les gens aiment ou les gens n'aiment pas. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis, il y a quand même, je pense, des bouts de films qui sont super agréables à regarder, où on voit des super scènes. Je pense que c'est des scènes cultes. Bon, n'ayant pas vu les films, je peux difficilement dire, mais en tout cas, je me suis régalé à voir certains extraits. Avec Belmondo, Richard Anconina, ou même quand on voit Patrick Chenet, enfin il y a vraiment des super passages. Donc je sais pas si c'est un best-of, parce que bon, j'ai pas vu tous les films, mais en tout cas ça semble être un best-of des meilleures scènes de tous ces films, et ça donne vraiment envie de les voir. Donc ouais, je mettrais 7, je pense, 7. Un bon 7, ouais. Un 7 bien tassé. Un 7 bien tassé, ouais. Un 14, quoi. Un 14, ouais. C'est bien. Et toi, Vincent? Ouais, moi j'aurais mis entre 6 et 7. Ça fait un peu best-of de bonus de Blu-ray ou de DVD, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un côté comme Mis ça, tout à mais bout, moi comme ça, américain, avec, moi américain par contre, ça fait pas truc de making-of, ça fait pas truc de bonus. Parce ouais, qu'il a t'as pas quand même de une gros écrans. véritable cinéma unité, d'auteur. surtout l'ouverture. Mais il est très, je pense qu'il est C'est quand très, même il un est très enchaînement de bizarre. bande-annonce, les gars, quoi. Non, c'est très intéressant. Non, Il a moi un j'ai côté trouvé c'est ça, entre deux c'était... chefs. Ouais, ça arrive de voir des courts-métrages dans les bonus, des fois. Non, mais le coup du court-métrage au début, c'est vachement bien. Le fait de le voir travailler, c'est vachement bien. De voir certains extraits aussi. Mais, pour moi, c'est pas vraiment du cinéma, ça. Tu vois, C'est un documentaire en même temps. Parce que... Ouais, oui, il y a du cinéma documentaire qui est très bien, c'est du cinéma. C'est pas vraiment du cinéma. Comme ça serait c'est en dessous du cinéma et c'est au-dessus d'un super bonus, quoi, de DVD. Non, c'est sûr qu'il faut le voir sur grand écran, ne serait-ce que pour voir la scène d'ouverture. Ça, se mettre ça sur la télé, tu t'es pas autant immergé. Enfin, je veux dire, c'est tout simplement exceptionnel, quoi. Je veux dire, d'avoir pu faire ça. Maintenant, on peut plus jamais rien faire. Je veux dire, ça, on pourra plus le faire, et ça aura de toute façon déjà été fait, quoi. Donc là-dessus... je pense qu'il n'avait pas le droit de le faire à l'époque. Oui, mais là tu peux pas le faire, mais en plus c'est que non seulement ça sert à rien de le faire parce que ça a déjà été fait. Je veux dire. Donc dans tous les cas, à part la traversée le tour du périph' par le baron rouge, le prince noir, qui est assez impressionnante elle aussi, mais qui elle a eu sa culture YouTube, là, parce que c'est là-dessus qu'on l'a trouvé, il faut qu'on le voit, quoi. Mais c'est vrai que pour ça, il mérite d'être au cinéma, parce que bon, le balancer juste en DVD comme ça, c'est montre son côté Rémi Gaillard, en fait. Mais c'est vrai que aller voir ça, je veux dire, tu peux pas te dire qu'est-ce que je vais me faire, il est vendredi soir, je me ferai bien une toile, je vais aller me faire d'un film à l'autre. Je veux dire là, moi je vois plus ça comme une sortie scolaire, quoi. T'es obligé d'aller voir un film de... Pas spécialement sortie scolaire, mais je pense que c'est vraiment les gens qui ont envie de découvrir ce que c'est qui vont aller le voir. Tu peux pas aller te dire, allez, même si Rémi dit c'est bien, ça a donné envie d'aller voir le film, il y a personne qui a envoyé l'affiche, se dit ça tombe bien, j'ai vu aucun film de Claude Lelouch, je vais aller voir un bout de chacun de ses films pour voir si ça me donne envie. Et pourtant, si vous n'en avez vu aucun, allez le voir. C'est vrai, comme disait Rémi, Je moi pense, ça m'a donné envie d'aller voir des films qu'il a fait. Il y a un moment donné, il y a un extrait avec un film dont j'ai oublié le titre, mais parce que je l'ai pas vu, Dutronc et Villeray. Moi, ça m'a donné vachement envie de le voir. Ah, quand tu danses le tango. Ouais. Et puis même des explications en voix off. Mais bon, il y a pas mal de bons trucs. À contrepartie, moi, ça m'a rappelé la scène avec Annie Girardot. Si tu connais hyper bien Claude Lelouch, c'est peut-être pas forcément aussi intéressant que si tu connais un peu moins, quoi. Moi je pense que le film, en tout cas ce qu'il nous montre, c'est vraiment Lelouch passionné de cinéma. Et en fait le gars où à chaque fois il a des réussites, c'est quand il est au bord du gouffre qu'il veut se suicider, mais il se suicide en faisant un film. Il fait si je mets tout dedans et puis si ça marche pas je serai mort, quoi, tu vois. Et c'est là où il fait ses réussites, quoi. Donc suicide-toi en faisant un film. Bon, je pense que là on a fait le tour. Le tour. Les grosses sorties du mois. T'as pas donné ta date? Ta date? Ta note? Eh bien ma date, ma note non, moins 6 parce que 6.
Ouais, c'est moi, assez- ceux du fond, ils sont plus durs. Moi aussi, je mettrais un 6, même si j'ai été méchant avec le film, mais il y a quand même du bon dedans, quoi. Non, parce que encore une fois, bah, j'ai bien apprécié le film pour tout ce qui raconte. Maintenant, ce qui m'a dérangé, c'était on a l'impression qu'il n'y a que lui qui vit qui vit mal le fait d'être réalisateur, enfin ses névroses et tout ça, alors que je pense que ça concerne la plupart des réalisateurs. Ah oui, bah, les grands réalisateurs que nous sommes vivent dans ça. Non, Vivent non, dans ça tous les jours. je le dis en simple spectateur. Non, mais c'est vrai. C'est parce que, enfin voilà quoi, les. Nous sommes des grands réalisateurs. Moi, je fais 1m83. Je suis un grand réalisateur. Non, mais oui, moi. Voilà, c'est ça qui m'a gêné. Voilà, je pense que. Très bien. Tout est dit. Voilà. Bon ben voilà, maintenant c'est fini pour le zoom sur le cinéma. On va passer au mot du gars des cabines. Bonjour, je suis Sam Tron, le gars des cabines. Et voilà, si j'ai revêtu cet accoutrement, c'est pour vous parler de la rubrique Nanar et d'un film en 3D, le génialissime Helldriver, avec notre Nicolas Cage national en blond peroxydé et la belle et très sexy Amber Heard. Alors pourquoi ce premier choix? Tout simplement parce qu'il est d'actualité. Il joue en salle actuellement dans les salles équipées en 3D et parce que c'est un film où on en prend vraiment plein la gueule. L'effet est sympa. He broke out of hell to make things right. He was good father. Make things father. To make things right. Right. Father. Make things father. Right. Donc l'histoire de ce film. Donc Nicolas Cage revient d'entre les morts pour se venger. En effet, une secte satanique s'est attaquée à sa famille, a tué sa fille, son gendre, et il lui reste plus que sa petite fille, pardon. Et puis il dit que voilà que c'est sa seule raison de vivre, mais en même temps comme il est mort, c'est un peu bizarre. Bon, enfin, passons. Et en fait, on s'en fout de l'histoire. C'est pour en prendre plein la gueule qu'on va voir ce film, pour passer 1h30 avec un bon son pétardant, des images qui arrivent à toute allure, des bolides et des belles pépées. Les effets de 3D en fait se résument à des projections en fait dans ce film. Il y a pas mal de profondeur sur certains plans, mais ça n'a rien à voir avec Avatar où c'était vraiment esthétique quoi. Là c'est vraiment le film fun. Pour moi la 3D je la préfère comme ça, on se prend plein de projections dans la gueule. Et pour moi c'est mieux pour ce genre de film quoi. Pour moi je ferais que des films d'horreur ou d'action, voilà, où des fois il y a des balles qui sont refaits en images de synthèse et tu les vois, elles arrivent vers toi quoi. C'est trop débile comme plan, mais pour moi je trouve ça fun quoi. Et voilà, donc c'est un peu comme dans Tron où tu te prends des disques dans la gueule quoi. Voilà. Hein, pour en venir à la prestation de Sir Cage, en fait il fait à chaque fois son... là en fait on va dire qu'il reste dans un registre, mais là il y a quelque chose en plus. Bon, il y a la 3D, il y a un côté un peu sexy aussi sympa, mais je sais pas, on le sent plus à l'aise quoi. À mon avis, ça peut peut-être donner à des suites, parce que ce serait rigolo de le retrouver quoi. C'est un personnage assez sympathique. Un film fun, ça ne doit pas se résumer à des enchaînements de course-poursuite ou de gunfight. D'ailleurs, il y a un super gunfight à un moment. Ça, c'est une scène culte, quoi. Où il est en train de baiser avec une femme toute habillée, quand même. Ça, c'est quelque chose. Sacré Nicolas Cage. C'est vraiment une scène culte. Ah oui, c'est une scène culte parce qu'il balance une réplique du genre je flingue jamais déshabillé ou un truc comme ça. Enfin, une super VF, pour une fois. Et voilà, donc c'est un film que je recommande. Et je mettrai un petit 8, allez. J'ai vu un petit passage du film en VO. J'ai eu la chance de voir le vrai travail de Cage. Mais je trouvais que c'était sympa, ce côté VF un peu rétro. Justement, ça rappelait un peu ces doublages des années 80-90, enfin fin 80, début 90. Et ça allait totalement avec l'esprit du film, quoi. Et pour moi, enfin un bon nanar, ça se regarde en VF. Passons maintenant au Blu-ray nanar du mois.
Ah, le Blu-ray du mois, Birdemic. Un film hommage à Hitchcock, tourné par un Coréen ou je sais pas quoi. Alors, Birdemic, le Blu-ray du mois. Blu-ray nanar, forcément. Donc c'est un film pratiquement amateur, on va dire. Parce qu'il nous dit qu'il a 10 000 $ pour faire le film. Et il y a quand même des gros soucis de son. Donc à mon avis, il tournait en microcam. Contrairement à nous, on a un Perchman. Hein. Voilà, vous pouvez le montrer, non ? Et donc ça s'appelle Birdemic Shock and Terror, hein, parce que ça fait vraiment peur quoi. Surtout quand on a l'arrivée des oiseaux qui arrivent à plus d'une demi-heure de métrage. Même si dans Hitchcock ils n'arrivaient pas tout de suite, il y avait quand même une ambiance, on était un peu inquiet quoi. Et là, franchement, c'est le gros nanar quoi. Un peu chiant, forcément. Un nanar est toujours chiant. Mais là, en fait, ce qui est sympa, c'est ces oiseaux quoi. On a l'impression qu'ils sont faits sous Amstrad. Ils sont pixelisés. Le mec, on dirait qu'il vient de sortir ou qui débute vraiment dans les effets spéciaux. Parce que, ou c'est peut-être le réalisateur qui l'a fait lui-même, parce que c'est un personnage un peu comme le louche. Si vous voyez un peu le... Je vais vous faire un zoom. Il y a son nom de partout au générique. Voilà. Ce réalisateur a inventé un nouveau genre qu'il appelle ça le thriller romantique. Il s'en vante, d'ailleurs il s'est fait lui-même une émission de télé où il parle de lui-même du projet avec une fille, enfin la présentatrice pardon, qui est en fait une de ses actrices du film. Donc il fait croire qu'il est dans une émission de télé et tourné encore avec sa caméra microcam quoi. Donc c'est incroyable. Ce qui est positif, c'est si vous voulez vous fendre la gueule quoi. Voilà, c'est le côté positif du film quoi. Et il faut être à plusieurs parce que j'avoue tout seul j'aurais eu un peu de mal. Nous on l'a vu à 4, on a tous bien rigolé. Et en fait on a fait un commentaire audio en live en même temps que le film. Parce que pour moi ce genre de film, ça se commente quoi. Ça se commente, ça s'analyse pas forcément mais ça se commente. Moi je pense que ce genre de film, ça doit être un truc vivant quoi. Le cinéma c'est quoi. On se contente d'être assis et puis d'écouter, de se mettre dans l'ambiance du film. Et pour moi, certains nanars, et tout particulièrement celui-ci, c'est un nanar qu'il faut vivre, il faut vraiment, il faut s'exprimer quoi. Enfin, on a vu, qu'il préparait un numéro 2 à Hollywood, cette fois-ci. Ils vont attaquer Hollywood et il serait tourné en 3D. Donc à mon avis, ça va annoncer le chef-d'œuvre ultime du nanar. Un nanar sans budget en 3D, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, je reviendrai avec un super nanar, promis. Ha ha ha. Très bien, donc maintenant, on va passer aux sorties Blu-ray du mois. Ou comment sortir son Blu-ray. Ou comment sortir son Blu-ray avec, je crois qu'il y a Colin qui en parle. Nous 4 et moi qui vais présenter un Blu-ray. Donc la sortie Blu-ray du mois, c'est tout de suite. C'est sur Popcorn et restez avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour la sortie Blu-ray, aujourd'hui je vais vous présenter le film Red, c'est pour ça que je suis accoutré de la sorte. Red qui veut dire retraité extrêmement dangereux, un film avec Bruce Willis réalisé par Robert Schwenk. Donc c'est un film qui est sorti en Blu-ray que je suis pas allé voir au cinéma mais que je me suis acheté parce que voilà, ça avait l'air fun et ça a plutôt tenu ses promesses. En 2 mots, c'est l'histoire de Bruce Willis, donc qui est un agent de la CIA à la retraite.
Hi, this is Sarah. It's Frank Moses. Oh, hey, what's going on? Not much. Et qui se fait pourchasser par des jeunes agents. Et donc pour découvrir un petit peu pourquoi on essaie de le tuer, il va faire appel à sa vieille bande d'alliés et d'amis de la CIA. Donc voilà, c'est vraiment un film popcorn, c'est vraiment très 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 divertissant. Moi ça m'a plutôt pas mal plu, je m'attendais vraiment à ça. Il y a des bons petits rebondissements, puis le casting. Faut vraiment le voir vraiment pour le casting et pour le côté fun. Alors dedans il y a Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren qu'on a aussi pu voir dans l'affaire Rachel Singer dont on vous parlera dans un prochain podcast, Mary-Louise Parker qui a joué dans Weeds, John Malkovich qui est vraiment vraiment très très bon dans ce rôle, complètement déjanté et vraiment appréciable, Ernest Bernin, donc c'est Dominique de Supercopter entre autres, qui est pas mal aussi, qui a un petit rôle qui est vraiment sympathique, Richard Dreyfuss, donc bon, qu'on ne présente plus et qu'on voit pas assez souvent, en tout cas moi je l'ai pas vu dans Piranha, les choses comme ça, donc ça fait plaisir de le voir. Julianne McMahon qui joue dans Nip Tuck, Brian Cox et Karl Urban qui jouait Homer dans Lord of the Rings, que j'aime beaucoup aussi, qui a vraiment une bonne gueule. Et là-dedans, donc lui, il joue le jeune agent qui les poursuit, qui respecte les ordres. Bon, après, il y a toute une histoire derrière qui est vraiment sympathique. I thought it might be nice to have a bit of girl time together. Kordeski trained you? Yeah, I trained Kordeski. Donc c'est un Blu-ray que je conseille parce qu'au niveau des acteurs c'est vraiment sympa. L'intrigue est fun, il y a beaucoup d'action. Bon, c'est super gros hein, évidemment, mais bon, quand on va voir ce genre de truc, on sait à quoi s'attendre. Bruce Willis fait son Bruce Willis, c'est du John McClane. On ne présente plus Bruce Willis dans ce genre de rôle, qui est vraiment sympathique. Puis le côté vieille branche qui sur le retour, c'est plutôt cool. Au niveau des bonus, il y a pas mal de petites featurettes sympathiques. Donc où tous les acteurs parlent un peu du tournage. Ils se jettent pas mal de fleurs, mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Il y a aussi des bonus sur la CIA, sur les secrets de la CIA. Assez sympathique. Il y a tout un commentaire audio, alors que j'ai pas écouté, mais il me semble que c'est le réalisateur surtout, je sais pas s'il y a les acteurs, mais commentaire audio sur tout le film. Voilà, pour moi c'est des bonus que j'attends en fait dans un Blu-ray. C'est vraiment le minimum de ce que j'attends. Avoir un petit peu la vie des acteurs, voir un petit peu le tournage, comment ça s'est passé. Voilà, donc ça n'a rien de spécialement extraordinaire, mais en tout cas c'est un bon Blu-ray, on passe un bon moment, donc voilà, je vous le conseille. Red Really Extreme, non pas Really, c'est Rated Extreme Dangerous. C'est fun, c'est sympa, ça tire de partout, et voilà, on se marre bien. Donc voilà, c'est un film popcorn que je vous conseille. À la prochaine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? What do you suppose the punishment is for what we're doing here? Death. Awesome. We have an idea that we'd like to talk to you about. It's gonna be online any second. This is gonna be news. Who should we send it to first? Just a couple of people. The question is, who are they gonna send it to? Site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. They don't want you, they want your idea. We don't know what it can be. We don't know what it will be. We know that it is cool. Let's sue him in federal court. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. Is there anything that you need to tell me? $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. I can't wait to stand over your shoulder and watch you write us a check. Mark! Your best friend is suing you for $600 million. Mr. Zuckerberg, do I have your full attention? No.
Alors ben voilà, on est arrivé à la fin de l'émission et pour terminer l'émission Merci de nous avoir Popcorn, suivis. voilà, merci déjà. Et puis pour le mois prochain, on va faire un petit devoir. Vous devez regarder le film Dossier 51 de Michel Deville. Michel Deville. Très bien les gars, vous avez bien suivi. C'est un film des années 70 qui reprend un peu en caméra subjective une affaire d'espionnage. C'est pour moi un de mes films cultes et donc moi je l'ai vu. À vous de le voir et à vous aussi les gars. Comme ça on pourra tous en discuter la prochaine fois dans une rubrique qui sera Le Devoir où on annoncera un film et on parlera du film qu'on a annoncé le mois d'avant. Voilà. Sur ce... On fait les actus en vrac ou pas? C'est les 4 trucs que j'ai là ou c'est pas la peine? Bon... On s'en branle, ça. On peut les faire en off, ça, en transition avec des images complètement folles. Où on met des images des gars bourrés. On essaie de les trouver. Alors, Gérard Butler là.